En avant. Match. Numéro 26, Thibaut Giresse. Numéro 26, Roux. Mathis Rioux. Minovan Sikimic. Oh oui. Eh oui. Eh oui. Il est le 26. Ni tu lus pas Steve Joseph Renette. Ouais, exact. Il est le 26 aussi. Ah. Et là, il doit plus en avoir beaucoup. Hein. Sur l'histoire récente, contemporaine, non. Après, 2008, peut-être avant, quoi. 2008-2009. 2008-2009. 25 Ogunbi, 27 Felipe, mais alors 26. Il n'y en avait peut-être pas. Hein. S'ils nous regardent, nos plus plates, Ouais. excuses. En avant-match numéro 26, bon, on est pas mal. On est pas mal. Bienvenue, chers amis, pour ce numéro un petit peu spécial, parce que ce n'est pas de la Ligue 2 qui nous attend, c'est le 7e tour de la Coupe de France, c'est l'entrée en lice des Guingampais face à un club qui nous était, il faut l'avouer, parfaitement inconnu avant le tirage au sort. Cerquigny-Nassandre, ça sera en Normandie. Gaëtan, il sera demain en direct de Lisieux, c'est cela? Ouais, c'est ça, au stade Louis Bielman, prononce-t-on, à Lisieux. Donc oui, stade de repli pour Cerquigny-Nassandre, puisque leur habituel stade n'est pas homologué pour accueillir un 7e tour de Coupe de France. Donc voilà, ce sera à Lisieux, à 3h15 de Guingamp à peu près, en fait, que se joue ce match. Donc voilà le déplacement qui nous attend demain. Tu vas conduire ta Volkswagen prêtée par le groupe Cobredia, ça c'est super. Lisieux, je crois que Guingamp connaît ce stade parce qu'il y a déjà joué des matchs amicaux, je crois, hein, contre Caen, ça me dit quelque chose. Ah, c'est bien possible, On va gratter ça. D'ailleurs, il était où celui de cet été contre Caen? C'était pas Vire. C'était peut-être Lisieux. Hein. C'était Vire. Bon, mais ils ont déjà dû aller à Lisieux, oui, pour des amicaux contre Caen. Ouais, peut-être. Sans doute. Ça sera l'enquête du week-end sur la Guingampaise. On va parler, une fois n'est pas coutume, on en a un peu marre, de la charnière centrale. On va faire un peu un état des lieux parce qu'elle change quasiment à chaque match pour des raisons différentes. On va parler de la Coupe de France, Gaëtan, et des épisodes récents qui malheureusement ne nous ont pas trop transportés. Heureusement, on va se plonger dans l'avenir, espérons-le un jour, mais dans le passé avec le podcast des 10 ans de la Coupe de France 2014 qui reprend avec l'épisode du match à Cannes publié ce jeudi. On va vous mettre un extrait pour que ça vous donne encore plus envie de l'écouter, les 10 ans de ce quart de finale à Cannes en 2014. Tu vas nous présenter cette équipe de Cerquigny-Nassandre ensuite, Gaëtan. Grande nouveauté en avant-match, on vous fera ça plus ou moins régulièrement, un petit journal des anciens, parce qu'il y a quelques anciens Guingampais connus et moins connus qui ont eu une actualité relativement chaude ces derniers jours, notamment Tristan Mouyumba, que l'on rejoindra en direct des États-Unis d'Amérique, et puis le quiz, Gaëtan, Steven, notre champion sortant, qui a détrôné Florent. Oui. Qui? Baptiste. Il affrontait Baptiste pour un match que vous allez découvrir en toute fin d'émission, évidemment, pour savoir si Steven va enchaîner la passe de 3, puisqu'il était déjà sur 2 victoires, mine de rien, ces 2 dernières semaines. Donc peut-être la passe de 3 pour Steven ou l'élimination précoce. On verra bien. Fréty, je ne sais même pas ce qui s'est passé. Moi, je veux découvrir en même temps que tout le monde. Parlons de la charnière, Gaëtan, encore et toujours. L'année dernière, on avait parlé quasiment toute la saison du poste de latéral gauche. Là, ça s'est décalé un peu dans l'axe. Oui. La charnière centrale. Oui, une charnière qui est à nouveau dépeuplée. Pierre Lemonnier qui s'est blessé à Lorient. Sylvain Ripoll a annoncé, j'ai lu ça dans le Télégramme, a annoncé une absence d'au moins 15 jours. Donc, ce qui veut dire qu'il va louper le match de Coupe de France, puis la réception d'Amiens, peut-être même l'éventuel 8e tour si Guingamp s'y qualifie. Il faudra voir dans quel état il sera à ce moment-là, Pierre Lemonnier, pour reprendre ou non. Mais ouais, ça fait encore des pépins, en plus de Donatien Gomis. C'est vrai que ça fait beaucoup, d'autant que même lorsque tout le monde est là, il n'y a pas de charnière stable qui se dégage pour l'instant dans cette équipe de Guingamp. On a eu Rioux et Nahir associés parfois à Lemonnier, associés parfois à Gomis, associés ensemble. Voilà, il n'y a rien qui se dégage vraiment, parce que pour l'instant, il n'y a pas de charnière forte depuis le début de la saison sur les 13 premières journées. D'ailleurs, Pierre Lemonnier, lui le premier finalement, a réalisé sans doute l'un de ses moins bons matchs samedi contre Lorient. Donc bon, c'est un vrai souci, parce qu'en ce moment,
non seulement la charnière n'est pas forte, mais en plus elle bouge tout le temps, donc ça n'aide pas à ce qu'elle devienne forte, évidemment. Maintenant, voilà, on va avoir du alors que c'est pourtant un endroit du terrain et un poste, enfin des postes où ça réclame le plus de stabilité finalement. Ah oui, parce que c'est pas les postes où on change de joueur en cours de match, en général, devant quand ça va pas. Allez, on fait rentrer un attaquant, un ailier. Derrière, généralement, la base, en tout cas, latéraux, ça peut bouger, mais les deux centraux, c'est assez rare. Généralement, on ne touche pas à ça. Le gardien et les deux centraux, c'est un peu voilà la base, les fondations de la première à la dernière minute du match. Et là, Guingamp, le problème, c'est que pour l'instant, n'y a pas grand monde qui se dégage. Enfin, il n'y a pas une charnière qui se dégage. Il y a des joueurs, mais il n'y a pas une charnière qui se dégage vraiment. En plus de ça, Idriss Panex lui est blessé aussi, jeune joueur, alors qu'il n'a pas encore joué la moindre minute en pro, mais qui avait fait un banc à Laval sur la deuxième journée, blessé au ménisque. Donc en fait, il ne reste plus que deux défenseurs centraux, Mathis Rioux et Sohaib Nahir. Alors après, il est toujours possible d'aller piocher dans la réserve, par exemple, mais dans l'effectif professionnel actuel, il n'y a plus que deux défenseurs centraux. Donc voilà, on va voir comment ça va se passer un peu, parce que imaginons qu'il y en ait un qui se blesse ou qui soit suspendu, va falloir trouver d'autres solutions, même si Sylvain Ripoll, lui, a plutôt botté en touche apparemment l'idée d'un joker médical sur les prochaines semaines. Ouais, c'est vrai que l'idée a pu visiblement faire son chemin dans l'esprit des dirigeants. En tout cas, c'est ce qu'on avait vu dans le Télégramme, je crois encore, après le match contre Lorient, parce que déjà, il y a un manque dans l'effectif d'en avant. On l'a déjà cerné, et on le cernait déjà l'année dernière. C'est un petit peu un manque d'impact. On a Gomis, Sidibé pour amener un petit peu du muscle, mais c'est vrai qu'après, c'est pas forcément des joueurs dont l'impact physique et la qualité première. À voir donc si pourquoi pas aussi un profil avec un peu plus d'expérience chez ce défenseur central mystère qui visiblement apparemment ne va pas arriver tout de suite, s'il arrive un jour. Un défenseur central d'expérience au 15 novembre libre, c'est pas évident. Généralement, ces joueurs-là, ils sont sous contrat déjà ailleurs. Donc, que fait Christian Bassila? Où est-il? Oui, c'est ça. C'est à lui de revenir, à moins que ça puisse être un prêt. Ça peut aussi marcher en joker, ça peut aussi marcher, hein, il me semble. Après, ça passe aussi. Je crois, oui. Je crois que oui. Bon, mais après, ça peut aussi attendre le mercato d'hiver. Hein. Autrement, il y a encore quelques matchs d'ici là, mais ça peut aussi attendre jusque-là. Bon, en tout cas, ça va pas être évident de trouver un défenseur central, là, comme tu dis, d'expérience, au milieu de tout, comme ça, à moindre coût, sans doute. Bon, c'est pas ce qui s'annonce le plus simple quand même. Hein. Ouais, on verra. En tout cas, c'est vrai que c'est instable. On a fait le calcul avec Pierre Perrault. On a eu 5 charnières centrales différentes en 13 journées. Et je crois que le record, c'est 3 matchs de suite, d'avoir la même charnière d'un match à l'autre. On a eu... à ton avis, quelle est la charnière qu'on a plus vue cette saison? Je pense que c'est Lemonnier-Rioux. C'est bon. 5 fois en 13 matchs, Lemonnier-Rioux. 3 fois Lemonnier-Nahir, 2 fois Rioux-Gomis, 2 fois Nahir-Rioux, c'était Laval et Red Star, et 1 fois Nahir-Gomis, c'était le match au Paris FC où Gomis s'était blessé, on l'a plus revu depuis. Donc c'est l'un des problèmes, et quand on voit les limites défensives de cette équipe, évidemment, c'est une explication. Des fois, on dit c'est pas une excuse. Non, c'est une explication. Comme vous n'avez pas de stabilité, que vous ne pouvez pas installer une paire solide et avec des repères, eh bien, tout peut tanguer un petit peu dans cette équipe de Guingamp. Voilà donc pour la charnière. Gomis qui devrait être de retour, je pense, en décembre, vu ce que Ripoll a dit l'autre jour avant Lorient. Ils ont annoncé la semaine dernière au moins 3 semaines. Ça veut dire que 3 semaines, peut-être encore un peu plus. Franchement, est-ce qu'on le reverra avant la trêve? 3 semaines, alors depuis la semaine dernière, ça nous amène à début décembre. Si ça se prolonge un peu, ça peut amener presque à mi-décembre. Et à mi-décembre, c'est la trêve, sauf s'il y a un 32e de finale de Coupe de France. Mais finalement, peut-être sur un match, peut-être sur 2, c'est même pas certain. Hein. Et en plus, ce qui est délicat avec Donatien Gomis, on l'a bien vu sur le début de saison, il a fait un super match à Rodez. La suite avait été un petit peu compliquée.
c'est que j'aimerais bien retrouver la personne qui m'a dit ça. Je ne sais plus si c'est un consultant à Canal ou un ancien joueur de Guingamp. Il me disait, quand vous avez un joueur de ce gabarit-là, costaud, blessé pendant un moment, il met plus de temps que les autres à retrouver le rythme. Et on l'a vu, Gomis, son premier match était très bon, mais quand il a dû enchaîner, c'était un peu moins saignant. Donc il y aura ça aussi à gérer du côté de Donatien Gomis. Voilà, je pense que malheureusement, on va encore en reparler de la charnière centrale cette saison du côté de Guingamp. Guingamp qui s'était trouvé, hein, une charnière quand même fiable et très solide la saison dernière. Coupe de France. Alors je ne sais pas si on va parler de choses plus réjouissantes parce qu'il faut quand même regarder dans le rétroviseur depuis qu'on est descendu en Ligue 2. Il n'y a pas eu beaucoup de matchs sympas en coupe, il n'y a pas eu de parcours frisson, il y a eu quand même, il faut le reconnaître, et je crois que ça avait été le thème de nos discussions la saison dernière, le match contre Rennes l'an passé, où le stade était plein, et l'entame de match aussi avait fait naître quelques espoirs, même si les limites offensives de cette équipe-là nous avaient vite rattrapés. Voilà, on avait vibré un petit peu l'année dernière, avec aussi le match un peu fou à Saint-Malo, hein. Au 7e tour, on vient à 2-2 à la 90e, on gagne au péno. Mais à part ça, il n'y a pas eu grand-chose depuis qu'on a retrouvé la Ligue 2. Depuis que Guingamp est descendu en Ligue 2, Guingamp n'a jamais passé les 32e de finale. Donc ça montre déjà une certaine limite. Et puis il y a eu les 2 premières années, élimination dès l'entrée en lice. Alors contre des clubs de Ligue 2 aussi, hein, Lorient et Caen, mais 2 matchs qui étaient quand même loin d'être fameux, qui étaient pas bons du tout. Ça a failli faire 2 fois 3-0 d'ailleurs. Oui, parce que Mchangama avait réduit l'écart dans le temps additionnel contre Caen à Rodourou à 3-1, mais ça a été 2 matchs complètement ratés. La première saison sous Stéphane Dumont, bon, il y a eu cette qualification large à Liffré. Ça avait d'ailleurs permis de parler un peu des records, parce que Guingamp avait gagné 8-0 à Liffré, puis avait battu le Stade Briochin avant d'être battu par Amiens. Et puis derrière, avant la saison dernière, là, on a eu cette saison 2022-2023 où après la qualification à Auray, Guingamp est éliminé aux Herbiers, club de National 2. C'était la première élimination contre un club amateur depuis la saison 2004-2005 pour Guingamp. Donc vraiment, les parcours en Coupe de France, il n'y en a pas eu un de réussi depuis la descente en Ligue 2. Il y a eu, oui, ce petit frisson contre Rennes, le fait de recevoir Rennes, mais il n'y a pas eu le frisson de la victoire ou d'un match où Guingamp a pu y croire à un moment donné. Non, il y a eu 2-0, une victoire assez propre des Rennais finalement. Le premier quart d'heure, moi j'ai trouvé ça pas mal. Avec un quart d'heure sur 90 minutes. Mais laisse-moi rêver, c'est pas suffisant pour un frisson, un quart d'heure. Rennes a gagné 2-0 à l'heure de jeu, il s'était plus passé grand-chose. Et puis, en fait, Guingamp n'a jamais... Enfin, le Roudroux n'a jamais imaginé à ce moment-là que pouvait y avoir un renversement ou que ça pouvait redevenir chaud sur la fin de match avec un but qui arriverait avant. Non. Donc, le premier quart d'heure, mais après ça, tout s'est éteint. Donc, finalement, il n'y a pas eu de frisson du tout depuis la descente. Et en Coupe de France, bon, il y a eu quoi comme parcours avant ça? 8e de finale la saison de la dernière de Ligue 1, 2018. C'était surtout la Coupe de la Ligue la dernière fois. Voilà, mais en Coupe de France, il faut remonter sinon 2017-2018, 16e de finale, 2016-2017, demi-finale. Voilà, à Angers, alors demi-finale ratée, mais bon, un parcours quand même qui avait permis d'arriver jusque-là. Donc finalement, on remonte à 8 ans sans un vrai gros parcours. Le 8e de finale, bon, pourquoi pas, contre Lyon, mais c'est tout, quoi, c'est tout. Ouais, et d'ailleurs, ça fait, je crois, un paquet de temps. J'étais en train de réaliser ça au moment où tu me parlais, que Guingamp, en Coupe de France, je parle de Coupe de France, n'a pas battu un club supérieur ou de même niveau. Oui, parce que club supérieur... Est-ce que ça serait pas Rennes Est-ce que ça serait pas Rennes en finale 2014, la dernière fois qu'on a battu un club de niveau... Ouais, d'un même niveau et supérieur, est-ce que ça remonterait pas à... 2009 À 2009 2010, de toute façon, c'est que des équipes inférieures. 2011 aussi. 2012, il n'y a que Saint-Malo. 2013... on va aux prolongations à Marseille. Ouais, mais éliminé. 2014, l'Inter Ligue 1, donc c'est équipe... non, en fait, la dernière équipe de niveau supérieur, c'est Rennes 2009. C'est incroyable. Et dernière équipe en même temps, quand tu es en Ligue 1 pendant 6 ans, ces 6 années-là, tu peux pas battre des équipes de niveau supérieur. C'est vrai.
Mais Sur c'est les quand même autres, dingue, hein. c'est vrai. Après, il y a aussi le fait que finalement, on soit souvent tombé contre les premiers tours, tu tombes souvent contre des Ah équipes. oui, non, mais attends, de toute façon, tu sais très bien, les boules chaudes, c'était Noël Le Graët, le président de Ouais, la Fédé, donc forcément, on était des équipes, avantagé. non, mais t'as des Attends. équipes amateurs souvent sur les premiers tours, donc de niveau inférieur, donc par conséquent, tu peux pas battre des équipes de niveau supérieur, mais c'est vrai que ouais, que si tu prends finalement après 2009, t'as 2010, tu perds à Boulogne qui est en Ligue 1, 2011 à Vannes qui est en Ligue 2 quand on est en National, 2012 Le c'est Le Mans. Mans, même niveau, 2013 Marseille, bon ok. Après, il y a les années Ligue 1. Et depuis la descente, c'est soit Lorient-Caen qui était en Ligue 2, Rennes qui était en Ligue 1. Et puis, il y avait aussi donc les Herbiers, on a dit, et Et Amiens Amiens. qui était de même Ouais. niveau. C'est dingue, hein. Ouais, c'est assez fou. Hein. C'est déprimant. Mais 15 ans, bon, 16 ans on même, s'en on, c'était 2008-9. on s'en fiche, on l'a gagné 2 fois, c'est déjà ça. Ouais. Donc, bon, voilà. Mais bon, c'est vrai que ça C'est date bien un de peu. revivre un petit parcours quand même. Quoi. C'est vrai qu'à Guingamp, il y a souvent ça. Alors, même s'il n'y a pas forcément parfois une pléiade de clubs de Ligue 1 éliminés au passage ou quoi, quand il y a un parcours, même s'il y a 3 clubs amateurs et deux Ligue 2 sur le passage, bon, c'est déjà pas mal, quoi. Là finalement, il se passe plus rien quasiment ou C'est, pas grand-chose. je trouve que plus le temps passe, plus ça rajoute du charme au parcours de 2009. Ouais. Rappelons-le, il y a quand même 3 Ligue 1 battus. Et Sedan à l'extérieur, qui était quand même une équipe de Ligue 2 très très costaud à Ah ce ouais, moment-là. Donc plus Brest chez nous, hein, Ligue 2 ouais. aussi. Et plus Voilà. ça rajoutera peut-être aussi du charme au prochain parcours. Parce qu'il y aura eu tellement d'attentes, enfin tellement d'attentes, oui, plusieurs années d'attente entre deux parcours différents que le prochain sera sans doute savouré assez fortement. Espérons que ce soit cette saison. Espérons-le. Mais heureusement donc que depuis, il y avait eu la Coupe de la Ligue aussi. Parce que Oui. sans le parcours de 2019, ça serait un peu morne-pleine côté Guingamp. Du coup, ça va aussi rajouter un peu de sympathie et de coffre à notre podcast des 10 ans. Vous l'avez vu hier, vous l'avez peut-être écouté. Les 10 ans du... Alors, c'était 10 ans et plus, hein, parce que c'était au mois de mars, du quart de finale à Cannes, victoire 2-0, sans trop trembler, mais avec un épisode dans ce match qui a sans doute redéfini pas mal de choses pour la suite. C'est en fin de première période. Écoutez, ces quelques minutes consacrées à la faute horrible de Roiba sur Beauvu. Cannes prend un carton rouge. Et puis, cela devient complètement électrique lorsque Clément Turpin, l'arbitre de cette rencontre, va sortir un carton rouge pour un joueur de Cannes. Belle récupération de Sankaré dans le rond central, Sankaré qui tricote et qui donne sur le côté droit sur Beauvu. Oh la faute. Et oui, là, si on a donné un jaune tout à l'heure à Diallo, on le donne effectivement à Lucas Roiba. Tacle par derrière sur Beauvu, tacle appuyé. Et donc le deuxième jaune de cette rencontre après Diallo, c'est Roiba qui est averti. Alors que voilà, il y a un petit échauffouré sur la pelouse. Voilà, c'est le piège dans lequel il ne faut pas tomber, hein, parce que les Cannois vont mettre beaucoup d'intensité dans cette rencontre, mettent beaucoup d'intensité. Voilà, il faut quelques réprimandes, quelques discussions entre chacun des acteurs. Je vous l'ai dit, Pierre, en antenne, on sent que Cannes est vraiment une ville du Sud, à toujours essayer d'aller chercher la petite bête, de réclamer tout le temps. Donc voilà. Donc, quel tac de Roiba. Oh là là, il aurait pu casser la jambe presque. Hein. Ouais. Sur ce coup-là. Ouais, c'est pas bon. Voilà, c'est un excès d'engagement de la part de Roiba. Rouge, carton rouge. Allez, carton rouge pour Roiba. C'est bien. Ouais, mais enfin, je suis désolé, on va peut-être se faire insulter, mais franchement, c'est mérité. Déjà au vu du tacle là au départ et au vu du ralenti. Est-ce que Beauvu va se relever déjà? J'espère, je crois. Quand on voit la violence du tacle, entorse, pas entorse, cassé, pas cassé. Après, l'avantage pour Beauvu, c'est qu'il n'avait pas le pied au sol. Donc voilà, ouais. En sautant, bon, oh là là, mais ouais, c'est vrai que le tacle était assez impressionnant là. Et voilà, bon, les Cannois qui réclament, mais l'arbitre ne va pas revenir sur sa décision. Roiba qui enlève son maillot.
Je crois que, bon, ça peut être une mauvaise foi aussi de la part des supporters. Je pense que si un Guingampais avait fait, oh non, oui, il peut lui casser la jambe totalement. Et heureusement si, que vous avez si un Guingampais commet le tacle là sur un Canois, c'est la révolution. Donc, voilà. Envahissement du terrain. Ah, je ne sais pas, mais bon, voilà, c'est un excès d'engagement. Voilà, il s'est trop mis dans le duel sur ce coup-là. Et voilà, donc carton rouge des Canois réduit à 10 à 7 minutes de la fin de cette et celui qui rouspète, et c'est Giresse qui vient le calmer. Là, ça devient assez électrique. Vraiment, il y a des projectiles lancés sur le terrain. Finalement, c'est plutôt bien que ce soit Clément Turpin qui ait arbitré cette rencontre, parce qu'on sentait vraiment que c'était très sanguin dans ce match-là. Mais Gaëtan, quand on prend du recul, c'est vrai que tu te dis, t'es en quart de finale de Coupe de France, t'es contre une équipe de National 2, de CFA, qui est à 10 en fin de première période. Là, c'est un tapis rouge, c'est le tapis rouge du festival qui se déroule sous tes pieds. Ouais, c'est ça, c'est clairement ça qui se présente à Guingamp à ce moment-là. La difficulté étant de ne pas se dire justement que ça va être trop facile, avec 3 divisions d'écart et un joueur de moins. Et Guingamp là-dessus, comme je disais en tout début de podcast, là, Guingamp savait toujours bien préparer ce genre de match, et Jocelyn Gourvenec avait toujours avec son staff, Eric Blaïc notamment aussi, toujours la lucidité de remettre un petit peu tout le monde, alors peut-être pas dans le droit chemin, mais de recentrer un petit peu tout ça malgré les éléments qui venaient autour de la rencontre, et notamment ce rouge. Donc bon, il n'y avait pas d'inquiétude, au contraire, on était même plutôt confiants, et voilà, on se doutait que Guingamp allait passer cet obstacle-là, surtout avec le déroulé là de la première période. Et puis le calme, surtout, des Guingampais. Écoutez à ce sujet Jocelyn Gourvenec. C'est un match, je me rappelle, qui est arbitré par Monsieur Turpin. On tombe sur une équipe très engagée. Voilà, donc c'est un contexte un peu particulier, et c'est évidemment encore un piège à déjouer. On fait à nouveau un match très sérieux. Eux se mettent à la faute, ils prennent un rouge, une exclusion sur un jeu dangereux qui est tout à fait logique, mais ça met un peu le feu dans le stade. L'arbitre est pris en grippe, et à ce moment-là, je me dis que ça peut jouer pour nous. Quand un arbitre est pris en grippe dans un stade, il va rarement aller dans le sens de l'équipe qui le prend en grippe. Et donc, ce qui est humain, ce que chacun peut comprendre, en fait, c'est ce qui s'est passé. Il laisse pas passer grand-chose. On avait décidé de sortir Mousse Diallo, qui était aussi averti, et on voulait pas qu'il y ait compensation. Donc, on l'avait sorti Mousse pour faire entrer Fati. L'entrée en lice d'en avant en Coupe de France qui nous donne donc l'opportunité d'avancer encore dans notre série de podcasts sur les 10 ans. Et ce dimanche, podcast sur la demi-finale contre Monaco, celui qu'on attend le plus, avec Thibaut Giresse pour nous raconter cette folle soirée du 16 avril 2014 à Roudourou. Est-ce que ça va être la même ambiance qu'à Roudourou ce soir-là? Serquigny-Nassandre, donc à Lisieux. Raconte-nous tout, Gaëtan. Quel est ce club que, encore une fois, on a découvert au tirage au sort avec grande curiosité? Ouais, c'est un assez jeune club qui a une vingtaine d'années, parce qu'il a été issu d'une fusion entre Serquigny et Nassandre. Je crois même que je le vérifie en même temps pour pas écorcher le nom. C'est Nassandre sur Risle, sur Risle. Le nom complet de Nassandre sur Risle. Donc voilà, les deux clubs là avaient fusionné pour donner Serquigny-Nassandre. Un club qui évolue donc en Régional 2, c'est-à-dire 5 niveaux en dessous d'en avant, et qui est entraîné par un ancien Guingampais, Julien Vinette, parce qu'il a joué 2 ans en U18 nationaux à l'époque à Guingamp. Donc ça remonte à déjà pas mal d'années. Il est passé aussi par les jeunes du Stade Malherbe-Caen, et donc par Guingamp de 2 saisons. Donc il va quelque part retrouver son ancien club aussi. C'est une équipe qui vit sa 2e saison consécutive là en R2, et qui est invaincue cette saison. En championnat, c'est 4 victoires, 2 matchs nuls. Et en Coupe de France, ils ont déjà passé 5 tours, ces joueurs-là de Serquigny-Nassandre. 5 tours avec seulement une équipe de niveau inférieur éliminée. Pour le reste, ce sont soit des équipes de R2, soit des équipes hiérarchiquement supérieures. Et notamment au précédent tour. Ça, c'est un parcours. Ça, c'est un parcours. Et notamment au précédent tour où ils ont éliminé Flers, équipe de National 3, qui est, je crois, dans le groupe de la réserve de Guingamp aussi. Donc, il y a un vrai parcours avec ce club-là. Et c'est
à Serkini Nassandre, c'est un record d'arriver au 7e tour parce que jusque-là, ils n'avaient jamais dépassé le 4e. Donc là, clairement, ils ont explosé le record. Ils ont été au 5e, 6e, 7e maintenant. On verra s'ils vont plus loin. Ce ne sera pas bon signe pour en avant. Mais voilà, c'est un club qui vraiment est en train de vivre une saison exceptionnelle. Autant en championnat pour l'instant où ils sont à égalité de points avec Évreux qui est en tête du groupe de R2 qu'en Coupe de France. Voilà, équipe invaincue. Bon, on verra ce que ça donnera. Ils vont pas jouer chez eux, donc il y a un petit désavantage déjà pour eux là-dessus. Mais bon, de toute façon, en avant, en étant en Ligue 2, normalement, on doit être capable de faire le boulot contre un club de Régional 2. Il me semble que tu as déjà un petit peu conversé avec eux, non ? Pour préparer ta venue là-bas. Quelle ambiance as-tu pu sentir ? Ils ont l'air ultra enthousiastes, très contents, très heureux d'accueillir une équipe comme Guingamp, ce qui est normal d'ailleurs. En R2, tu reçois un club pro, c'est top. Et puis, c'est en train de se préparer visiblement sur un petit peu les installations, sur la façon dont la tribune de presse aussi va être agencée. C'est surtout là-dessus que j'ai pu échanger avec Enzo qui s'occupe de la communication du club de Serkini Nassandre. Même pas. Mais voilà où il m'a expliqué un petit peu tout ça. Donc c'est en train de se mettre en place. Bon, on verra combien on sera, comment ça va être organisé, mais visiblement tout ça est en train de prendre forme petit à petit. Donc voilà, on a reçu la liste de l'effectif aussi de l'équipe adverse parce que ça, pour préparer un match quand c'est une équipe de R2 en face, on ne trouve pas les infos comme on les trouve pour des clubs de Ligue 1 ou Ligue 2. Ouais. Donc un grand merci déjà au FC Serkini Nassandre et Enzo particulièrement de nous avoir aiguillé un petit peu sur tout ça en préparation de ce 7e tour de Coupe de France. Et on insiste bien auprès de nos auditeurs, téléspectateurs, comme dirait l'autre, je crois que ça se dit pas, mais à l'heure d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui. Ouais, mais je sais plus qui dit à l'heure d'aujourd'hui. Aussi. Oui, mais c'est un truc un peu humoristique. Bon, c'est pas très grave. Le seul moyen de suivre ce match, il me semble, pour l'instant, c'est à la Guingampaise. Ben oui, je crois pas avoir vu d'autres médias diffusant ça. Alors, il y a parfois. Ça fait pas partie des matchs FFF TV. Je crois pas, non. Est-ce que tu en as la confirmation? Ouais, j'ai vu le programme, on n'est pas dedans. En tout cas, pour l'instant, visiblement, on est donc le seul moyen de suivre le match. Donc 18h30, même 18h15. Connectez-vous pour la prise d'antenne au stade Louis Bielman. Je sais pas du tout quel sera le réseau là-bas, mais en même temps, on sera pas à 60 000. Donc normalement, ça devrait le faire pour ce match à Lisieux entre Serkini Nassandre et Guingamp. Voilà, ça sera un moment particulier pour ce club et on espère que ça sera pas trop un moment particulier dans l'histoire de Guingamp parce que dans ces moments-là, tu gagnes, c'est normal, tu t'en souviens plus 3 semaines après, mais par contre, si tu perds, tu t'en souviens 30 ans après. Donc, messieurs les Guingampais, humilité, sérieux, s'il vous plaît, et respect aussi pour l'adversaire. Nouvelle rubrique dans l'avant-match, le journal des anciens. Nous allons prendre des nouvelles selon l'actualité de quelques anciens. Alors ça sera peut-être toutes les semaines, ça sera peut-être un petit peu plus disséminé dans le temps. On va prendre des nouvelles de 3 anciens. On va s'intéresser d'abord à 2 joueurs qui ne sont plus en activité. Et le 3e, vous l'avez vu sur nos réseaux, c'est Tristan Muyumba qui va nous raconter notamment comment il a éliminé, lui et son équipe d'Atlanta, Lionel Messi de la course au play-off en MLS. Premier ancien Guingampais, on va parler de 2 entraîneurs. Et en premier, Kader Touré, l'ancien attaquant d'en avant entre janvier 2006 et 2008, qui n'a pas franchement, hélas, marqué l'histoire du club par ses statistiques, plus par le fait qu'il est l'unique joueur à avoir joué et marqué en Coupe du Monde avec le Togo en tant que joueur de Guingamp. Eh bien, il est toujours au Togo en tant qu'entraîneur adjoint aujourd'hui. Et vous savez, c'est la trêve internationale. En Afrique, c'est les 2 dernières journées de qualification à la CAN 2025 qui se jouera en 2026 au Maroc. Et le Togo, à une journée de la fin, est déjà éliminé. Hélas, ils ont perdu contre le Libéria 1-0 dans le groupe qui compte aussi l'Algérie et la Guinée équatoriale. Kader Touré, ça fait un peu plus d'1 an qu'il est entraîneur adjoint là-bas au Togo. Il s'occupait avant des équipes de jeunes à Sochaux, son ancien club avant Guingamp. Et Kader Touré, il est également entraîneur de l'équipe locale au Togo qui est en lice pour se qualifier au CHAN. Qu'est-ce que le CHAN? C'est la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, mais
pour les joueurs locaux, c'est-à-dire que ce sont que des joueurs évoluant dans le championnat togolais. C'est comme si en Europe, on avait un euro avec simplement les joueurs qui évoluent en Ligue 1 pour les Français. Eh bien, le CHAN, championnat d'Afrique des Nations, ça sera en janvier et le Togo affrontera le Niger en match aller-retour pour tenter de se qualifier avec donc Kader Touré à sa tête. Ancien attaquant d'en avant, au même moment quasiment que Kader Touré, David Suarez, dont le nom résonne peut-être un peu plus chez les supporters, ancien attaquant d'en avant de Bastia qui avait fini sa carrière à Rodez en 2016, eh bien il est depuis cet été l'entraîneur de l'équipe réserve du Paris Saint-Germain. Je ne sais pas si tu avais entendu ça, Gaëtan, ça m'était complètement passé à côté. J'avais vu passer ça, alors il était à Amiens avant. Il s'est occupé des jeunes d'Amiens. Alors je sais plus, je crois que c'était les U19 de mémoire. Alors j'ai le parcours. Après sa fin de carrière à Rodez, il fait Bastia 2 ans, 2016-2018, en tant qu'adjoint et entraîneur des U19, puis Amiens U19 2018-2022, et les 2 dernières années, il était à la tête de l'équipe réserve de Clermont. Et donc, arrivé au Paris Saint-Germain, j'avais vu ça passer, je crois, cet été ou en fin de saison passée, que c'était en train de se faire. Ouais, David Suarez, dont on garde un souvenir plutôt correct à Guingamp. Bon, c'était pas les meilleures saisons d'en avant, mais il y avait une première saison qui était pas mal pour lui, 2005-2006, il met 9 buts. Alors on s'attendait à un peu plus parce qu'il arrivait avec le statut de... Il avait fini meilleur 2 ans avant, je crois. 2 ans avant, ouais, c'est ça, avec Amiens d'ailleurs. Il avait marqué, je crois, l'année d'avant 10 buts en Ligue 1 à Toulouse. Et là, bon, il arrive à Guingamp, 9 buts, c'était pas extra, c'était pas cata. Et le problème, c'est qu'on attendait la confirmation, sauf que l'année suivante, il a été blessé toute l'année quasiment. Donc, on l'avait quasiment pas vu. Et il avait terminé par 4 buts en Ligue 2 sur la dernière année, 2007-2008, où avec Eduardo, parfois, ça formait un peu le duo d'attaque de Guingamp suivant les matchs. Donc, je me souviens notamment d'un contre Sedan, 2007-2008, où tous les deux étaient devant, tous les deux avaient marqué d'ailleurs. Voilà, c'était un peu l'attaque qui pouvait se dégager, avec Johan Rivière qui s'insérait aussi. Et William Souza. Et William Souza, alors là, dont on ne garde pas un souvenir évidemment extraordinaire, hein, c'était pas fameux, mais bon, voilà, il était là, David Suarez, il avait fait le boulot. Hein. C'est vrai que le regret, c'est vraiment cette 2e saison où il avait été blessé tout le temps et où ça l'avait peut-être freiné dans son élan. Ça avait été plus dur. Et puis voilà, derrière, il était parti. Et puis il a surtout beaucoup marqué derrière en national, David Suarez, parce qu'il a fait quelques saisons à Vannes, notamment. Il a beaucoup marqué là-bas. À Bastia, on l'a dit. Il avait collé 2 ou 3 sur le 5-2. Les deux à Roudourou, lors de la défaite 5-2 en 2010-2011 contre Bastia. Il avait marqué, je crois, 20 buts et Thibaut Giresse 21. Ils se tiraient la bourre tous les deux pour être meilleur buteur, Pichichi du national. C'est Giresse qui avait raflé la mise. Qui a été PGG du coup, Thibaut Giresse. David Suarez qui a retrouvé un très très bon copain à lui, qu'il avait connu à Amiens et à Guingamp, Fabrice Abriel, qui lui est à la tête de l'équipe féminine du Paris Saint-Germain, et David Suarez qui pendant la trêve internationale, c'est pour ça qu'on en parle, vu que tous les internationaux sont partis du côté du PSG en sélection, eh bien à l'entraînement, il a Gonzalo Ramos, Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez qui reviennent de blessure. Du coup, c'est pas mal en tant qu'entraîneur d'avoir ces joueurs-là à disposition. On termine ce journal des anciens, premier du nom, par un joueur en activité, Tristan Muyumba, qui, il y a quelques jours, a disputé son 50e match avec Atlanta. C'était un match de play-off. Alors, play-off, c'est vrai qu'on a plus l'habitude d'entendre ça en NBA quand on parle des États-Unis. Mais il y a la saison régulière, il y a 30 matchs de saison régulière en Major League Soccer, la MLS. Et ensuite, donc, quart de finale au meilleur des 2 matchs. Et Atlanta affrontait l'Inter Miami, qui a été l'une des meilleures équipes de la saison régulière. Et l'Inter Miami, forcément, ça résonne parce que là-bas, il y a Jordi Alba, Gérard Busquets. Gérard Busquets ? Oui, c'est ça. Sergio Busquets. Gérard Busquets, c'est qui ? Sergio Busquets. Gérard Piqué, tu confonds peut-être. Ouais, je confonds tous les Catalans. Luis Suarez et surtout Lionel Messi. Miami avait gagné le premier match, Atlanta le deuxième. La belle à Miami il y a quelques jours, eh bien victoire d'Atlanta 3-2. Tristan Muyumba était titulaire et il nous raconte sa soirée. Pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, éliminer Lionel Messi et justement avancer au prochain tour avec mon club, c'est une grande fierté, c'est quelque chose de top qu'on a fait. Après, honnêtement, c'est pas une fin en soi parce que
on a de gros objectifs et on espère aller le plus loin possible dans cette compétition. Après, bien sûr qu'on va pas minimiser ce qu'on a pu faire, car cette année, l'Inter Miami, c'était une grosse équipe qui a, je pense, qui a dominé vraiment la ligue. Mais bon, après, le système américain fait que t'as encore une chance, donc on l'a fait et sur un match 3 assez fou où on a été mené 1-0 au début du match et on a pu retourner ce match et l'emporter 3-2. Donc voilà, c'est top. En tout cas, je continue à suivre les performances de l'En Avant Guingamp. Ça fait plaisir. J'ai encore pas mal de potes qui sont là-bas. Donc je suis les performances, je suis les matchs. J'en discute après un peu avec Dylan, avec Picsou, Jacques, avec un peu tous ceux avec qui j'ai partagé les terrains. Donc c'est cool et franchement je vous souhaite le meilleur pour cette saison et je continue à vous suivre et voilà, allez là en avant. Merci beaucoup Tristan Muyumba d'avoir été avec nous. D'ailleurs, sur YouTube, rubrique La Pause Ancien, vous pouvez redécouvrir l'interview que Tristan Muyumba nous avait accordée l'année dernière. C'était, je crois, l'un des premiers invités ex-EAG de l'histoire d'Ala Guingampès. Donc, vous pouvez aller voir ça sur notre chaîne YouTube. On termine cette émission, Gaëtan, par le quiz. Je vais te laisser la main pour la fin de l'émission, oui. Et puis pour demain aussi, pas de bêtises, s'il te plaît. Je gère. Laisse-moi commenter le 8e tour contre Milizac Saint-Pierre ou Dinan-Léon, je t'en supplie. Bon, à toi de jouer le quiz alors, dis-nous tout. Eh ben, on va surtout découvrir ça, je vais pas trop en dire quand même, mais avec des thèmes évidemment qui vont tourner un petit peu autour de ce qui nous attend ce week-end. Forcément, la Coupe de France, c'est un peu inséré dans le quiz. Il n'y a pas que ça, mais il y en a. Donc voilà, on va découvrir ça tout de suite avec Steven et Baptiste. C'est le quiz sur Ala Guingampès. Vous en avez maintenant l'habitude, comme à chaque fin d'émission, c'est le quiz des supporters. Et cette semaine, on retrouve Steven qui a battu le premier grand vainqueur des quiz à la Guingampès, qui a battu Florent la semaine dernière. Salut Steven. Salut Gaëtan. Salut bon, victoire bien savourée de la semaine dernière. Ouais, c'est bon. C'était un match chaud contre Florent, mais c'est bien passé. C'est passé. Bon, et face à toi aujourd'hui, eh ben, c'est Baptiste qui va te défier. Salut Baptiste. Salut Gaëtan, salut Steven. Pas trop de pression de ton côté? Un petit peu, parce que j'ai vu ses perfs et il joue quand même bien, donc on va essayer de faire un peu honneur, quoi. Et c'est un habitué des quiz qu'on a pu organiser aussi en réel, en présentiel. Steven, t'en as fait aussi quelques-uns, toi Baptiste. De ton côté, t'es supporter de Guingamp depuis quand? Ça fait longtemps que tu suis le club? Eh ben, mon tout premier match, c'était un match national. Comme pour le dire, j'ai retrouvé le billet contre Cannes. Donc c'était en national, donc avec aussi les époques Radio Bonheur, le fait d'aller voir, là j'ai été le week-end dernier dans le parcage à Lorient avec le Cob Rouge, donc je fais pas mal de petits déplacements et c'est sympa à les supporter. Ouais, carrément. Cannes, ouais, c'était une victoire 4-0 le jour, tu avais démarré fort. Hein. C'est ça, carrément. En national. Bon, alors le quiz, on va, comme à chaque fois, démarrer par une question toss et celui qui gagne le toss aura la main pour choisir le thème de la manche qui suivra, de la première manche. Question toss, il faut être le plus près possible. Combien de matchs de Coupe de France Sylvain Ripoll a-t-il dirigé dans sa carrière d'entraîneur? 3. À vos propositions. 3 pour Steven. Baptiste? Je dirais 6. Eh bien, c'est un tout pile, Baptiste. C'est 6. Ouais, il en a dirigé 6, 5 sur. Ça commence bien. 5 sur la saison 2014-2015 et 1 sur 2014-2015 et 5 l'année d'après avec le FC Lorient. Il aura son 7e ce week-end, évidemment, avec Guingamp contre Cerquigny Nassandre. Il y a donc 2 thèmes à choisir pour la première manche qui s'appelle coup franc. Tu as peut-être déjà suivi un petit peu à quoi ça ressemblait. Le coup franc, c'est 2 points si tu réponds directement, 1 point si tu trouves la bonne réponse
avec les propositions que je pourrais te présenter, et 0 si tu n'as pas la bonne réponse. Les deux thèmes, statistiques de la saison 2024-2025, ou alors Coupe de France. Qu'est-ce que tu choisis? On va se laisser tenter le jeu, on va faire Coupe de France. Coupe de France. Eh bien, c'est parti. On va démarrer par ce premier thème. Première question pour toi, donc, Baptiste. Quel est le dernier club amateur qui a éliminé Guingamp? Question, réponse directe ou indirecte? Je dirais indirect. Indirect. Alors, tu as le choix entre les Herbiers, Saint-Malo et le Stade Pontivien. Le Stade Pontivien. Alors, c'est une mauvaise réponse. C'était les Herbiers, saison 2022-2023. Guingamp qui avait été éliminé aux Herbiers après avoir battu Auray, élimination au tir au but là-bas. Ce n'était donc pas les Herbiers. Le compteur reste pour l'instant bloqué à 0. Deuxième question. Qui est le dernier club professionnel, Baptiste, que Guingamp a éliminé en Coupe de France? Indirect. Indirect. Alors, tu as le choix entre Caen, Rennes et Nancy. Eh ben, c'est Caen. Non. Non, c'était... Est-ce que tu l'as, toi, Steven? J'ai marqué Nancy. Ouais, c'est Nancy. C'était en fait la saison 2018-2019. La dernière de Ligue 1, Guingamp avait gagné à Nancy. Et depuis, élimination contre Caen, justement, contre tous les clubs pro. Contre Caen, contre Lorient, contre Rennes aussi, Amiens. Guingamp à chaque fois perdu. Bon, pour l'instant, on en reste à 0-0, du coup. Mais tu as la troisième question, Baptiste, pour essayer d'ouvrir le score, de débloquer le compteur. Troisième question, toujours Coupe de France. En demi-finale de la Coupe de France 1997, on remonte assez loin. Qui sont les deux buteurs guingampais face à Montpellier? Direct ou indirect? Je vais dire indirect parce que j'étais strictement pas né. Donc, Ouais. T'es né en quelle année d'ailleurs? T'as quel âge? 2002, 22 ans. 2002. Ah ouais. Donc forcément pour toi c'est question peut-être un peu plus compliquée celle-là. Alors les deux buteurs, voici les trois propositions. Vrai, Carnot. Vrai, Corridon. Corridon, Carnot. Vrai, Carnot. Vrai, Corridon. Corridon, Carnot. Vrai, Corridon. Eh non, c'était Vrai, Carnot. Vrai qui avait marqué le premier, Carnot le deuxième. Les deux buts en prolongation d'ailleurs pour Guingamp ce jour-là, qui avait gagné 2-0 contre Montpellier à Roudourou. Bon, Steven, du coup, tu as le champ libre là pour prendre des points. Ouais, rien n'est fait, mais. Bon, en tout cas, Baptiste, il y aura les deux autres manches pour te rattraper, donc rien n'est fait évidemment jusqu'à présent. Le thème pour toi, Steven, c'est donc les stats de 2024-2025, avec une première question. But et passes décisives confondus, qui est actuellement le Guingampais le plus décisif? Direct. Vas-y. Picard. Pardon. Emilia. Bon, il n'y a pas de souci. Pardon. Du coup, c'est ni l'un ni l'autre. Donc, ça évite le souci. Ouais. Ce n'est pas Picard, ce n'est pas Emilia, c'est Alpha Sissoko. 6 passes décisives. Il y a Jacques Sioué juste derrière avec 5 buts. Emilia, il est à 4 buts, mais je ne crois pas qu'il ait de passe décisive. Et donc, c'est Alpha Sissoko, le plus décisif pour l'instant, avec ses 6 passes, mais pas de but pour lui. Deuxième question. Combien de clean sheets a réalisé Guingamp depuis le début de la saison? Indirect. Alors, indirect, tu as le choix entre 2, 4 ou 6. 4. Bonne réponse, voilà, ouverture du score pour toi, Steven. 4 en effet, les deux premiers matchs de la saison contre Troyes et Laval. Et puis la série récente là contre Ajaccio et Grenoble, les 2 victoires à Roudourou en même pas une semaine. 4 clean sheets pour Guingamp depuis le début de la saison. Ça fait donc 2 points pour l'instant. Troisième question de cette première manche. Qui sont les deux Guingampais auteurs d'un doublé cette saison? Direct ou indirect? Direct. Ouais. Louvambo, Emilia. Ouais, c'est une bonne réponse. Louvambo, Emilia. Louvambo contre 3 sur la première journée. Emilia contre le Red Star sur la troisième journée. Bon, pas des mêmes soirées, parce qu'il y avait une victoire et une défaite. Mais en effet, Louvambo et Emilia
les deux joueurs qui ont marqué, qui ont réalisé un doublé depuis le début de la saison. Bon, ça fait 4-0 à l'issue de la première manche, mais 3, là. 3, tu avais une. Ah oui, pardon, 3-0, puisque tu avais en indirect la première. En effet, on va noter le fair play. Hein, ça pourrait presque valoir un point de plus. Non, parce que pour Baptiste, ce serait pas cool. 3-0, mais il reste évidemment les deux autres manches. Et la prochaine manche, celle qu'on va démarrer tout de suite, ce sont des scénarios. Vous connaissez ça aussi. Je vais vous donner une liste de buteurs, qu'ils soient guingampais ou adverses, avec la minute à laquelle ils ont marqué. Et donc, dans l'ordre, du premier jusqu'au dernier but, il faut retrouver le match et la saison. Pas forcément la compétition, mais le match et la saison. Et vous aurez donc 2 points si vous retrouvez le tout. Premier scénario. Alors, c'est un match où ça commence par un buteur adverse. Cousin, 20e. Et pour Guingamp ensuite, Rivière, 77e. Eduardo, 83e. Eduardo, 87e. Le premier qui a la réponse me donne son prénom et m'indique la réponse. Cousin, 20e. Rivière, 77e. Eduardo, 83e. Eduardo, 87e. C'est une colle. Steven. Ouais. Saison 2008-2009. Guingamp-Le Mans. Lens. Non. Non, ce n'est pas la bonne réponse. À toi, Baptiste, si tu as quelque chose à tenter. Tu peux y aller, hein, tente au pire. Je vais dire 2007-2008. Guingamp-Caen. Non. Non, Steven avait la bonne saison, mais pas le bon match, donc ça rapporte pas de points. C'était la saison 2008-2009 et c'était Saint-Omer-Guingamp Coupe de France. C'était le lien Coupe de France dans ce scénario. Il n'était pas facile, c'est vrai. Il fallait se souvenir un peu de cousins, en fait, parce que pour les deux buteurs guingampais, ça pouvait correspondre à plein de matchs. Deuxième scénario, peut-être que là, ça va vous paraître plus facile ou non. C'est vrai que je me rends compte qu'ils sont peut-être un petit peu difficiles. Bon, on va voir ça. Deuxième scénario, buteur pour Guingamp, Bardon, 25e. Guyot, 55e. Sassi, 74e. Steven. Malouda, 82e. Et ça s'arrête là. Vas-y, Steven. 2001-2002, Guingamp, Saint-Etienne. Bonne réponse. Guingamp Saint-Etienne 2001-2002 en Coupe de la Ligue à l'époque, et Guingamp qui l'avait emporté 4-0 avec ces 4 buts-là, dont celui de Malouda en fin de match. Troisième scénario, on en est pour l'instant à 5-0, mais avec la manche du c'est bon, c'est pas bon, il y a clairement moyen de rattraper ça aussi, et il reste une question sur le scénario. Troisième scénario, on commence par un buteur adverse. Kursko, 20e. Cabanas, 81e. Leroux, 86e. Steven. Ouais. Saison 2003-2004, Guingamp-Bernau. Ouais, c'est une bonne réponse. En coupe intertoto, Guingamp, Bernau et Guingamp qui l'avait emporté 2-1 à domicile avant d'être battu au retour et d'être éliminé finalement par Bernau. Bon, ça nous fait 7-0 pour l'instant. Et je le disais, même avec 7-0, Baptiste, rien n'est fait parce qu'il y a un c'est bon, c'est pas bon où il y a 44 réponses à trouver. Vous connaissez aussi le principe du c'est bon, c'est pas bon. C'est toi, Baptiste, en plus, qui aura la main parce que tu as gagné le toss en début de quiz. Il va falloir tour à tour me donner le nom des clubs que Guingamp a éliminés en Coupe de France au XXIe siècle. Tous les clubs que Guingamp a éliminés en Coupe de France au XXIe siècle, tour à tour. Le petit conseil, c'est évidemment de noter sur une feuille les noms qui sont donnés, parce que si vous donnez une mauvaise réponse, évidemment, c'est éliminé. Et si vous donnez un club déjà donné, c'est aussi éliminé. Vous vous en souvenez peut-être. Donc Baptiste, c'est à toi de commencer. Tous les clubs que Guingamp a éliminés en Coupe de France au XXIe siècle. J'ai envie de te dire nos rivaux Rennes. Rennes, évidemment, c'est une bonne réponse. Steven. Monaco. Monaco, bonne réponse également. Lorient. Lorient,
Lorient. Non. Non. Non, Lorient, c'est pas bon, hélas. Hélas, c'est pas bon pour toi, Baptiste. Pourtant, il y en avait beaucoup. Hein. À 44, sûr que je me trompe sur les plus fins. Ouais, dès le deuxième. À toi, Steven, allez, pour un point de plus pour l'honneur. Toulouse, évidemment. Toulouse, bonne réponse également. Bon, je suis bien embêté pour toi, Baptiste, parce que je suis sûr que tu en avais plein d'autres. En plus, bon, le quiz là est gagné, mais j'imagine que tu en avais d'autres. Tu peux en citer quelques-uns pour le fun maintenant. J'irais Nantes. Non. Alors, si on peut citer Nantes, du coup, non. En plus, on en a cité un tout à l'heure, hein, Nancy. Nancy, on l'a cité. Ouais, oui, c'est vrai. Voilà, il y avait dans les clubs, il y en avait vraiment beaucoup. Enfin, beaucoup, oui. Il y avait alors des clubs amateurs et pro, hein, mais il y avait Anglette, Auray, Bonchamp-les-Laval, Bourg-en-Bresse, Péronat, Brest, l'AG Caen l'année dernière. Il y avait Cannes, Chantilly, Châteauroux, Cherbourg. Et après, parmi voilà, les plus connus, ou voilà, il y avait Concarneau, par exemple. Il y avait qu'est-ce qu'on avait d'autre, Le Mans, les Herbiers, que Guingamp avait pu éliminer aussi. Il y avait du Saint-Brieuc, il y a combien? Il y a 3 saisons. Sedan, Tours, Vitré, le Stade Pontivien en faisait partie aussi sur les années récentes, Queville-Rouen. Voilà, il y en avait beaucoup, il y en avait 44. Hélas, ça a bloqué à 1 pour toi, Baptiste. Bon, au moins, c'est pas un 9-0. Non, c'est déjà un point, c'est déjà bien. Et puis il a été meilleur que moi, donc il y a aucun problème là-dessus. Bien joué à lui. Et Steven, du coup, qualifié pour la semaine prochaine, évidemment. Merci à vous deux, bien sûr, d'avoir participé. Merci à toi, Baptiste. Tu auras peut-être l'occasion de retenter ta chance un peu plus tard, hein, qui sait, dans la saison. Meilleur au niveau de ma culture générale, niveau Guingamp, mais oui, j'espère bien. Voilà, il y aura d'autres occasions. En tout cas, merci à tous les deux. Steven, on te retrouve la semaine prochaine pour ta 3e participation. 3e participation sous ce format-là, puisque tu avais été qualifié via un autre biais au départ, il me semble. Oui, tu as été qualifié sur le quiz présentiel, non, qu'on a fait l'autre jour chez les Crêpes de Jules. Hein. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc voilà, du coup, c'est quand même ta troisième victoire. Donc tu auras déjà le droit à des petits cadeaux, casquettes, des capsuleurs, notamment en front partie, siglés à la Guingampaise. Merci à tous les deux. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Nous, on se retrouve demain pour le 7e tour, l'entrée en liste des Guingampais en Coupe de France face à Cerquini-Nassandre. Salut à tous. Salut.